Il y a à l'est de la RDC, donc le M23, qui est une face déguisée du Rwanda, un État qui agresse un État voisin souverain. Et vous avez à l'ouest de la RDC, et le président Tshisekedi l'a dit publiquement sur France 24, sur RFI, lorsqu'il était interviewé, qu'il y a un véritable danger à l'ouest. Or, à l'ouest de la RDC, quand on regarde, c'est le Congo-Brazzaville. Alors, mon colonel, parmi les accords, et vous le savez, je pense, de coopération passée entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda figure également un accord militaire. Et souvent, les observateurs de la politique congolaise disent que c'est pour soutenir, en fait, la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils. Alors là, moi, je vois peut-être une image, hein, ça me rappelle un peu l'accompagnement de Laurent Désiré Kabila par les Rwandais pour prendre Kinshasa. J'imagine un peu que cela arrive et que cette succession se passe par la violence et que le Rwanda accompagne, par exemple, Denis Christian Sassou Nguesso, puisque c'est de lui qu'il s'agit. On va se retrouver probablement dans la même situation et donc les Rwandais vont s'installer au Congo-Brazzaville parce qu'il faudra sécuriser ce pouvoir et en face, nous avons la RDC. Il faut que nous disions à nos dirigeants qu'ils jouent avec le feu, y compris ceux qui rêvent de succession. D'ailleurs, la bataille de succession peut expliquer que les neveux et les fils s'embrochent en espérant prendre le dessus les uns sur les autres. Ils jouent avec le feu. Voyez. Donc, c'est un État terroriste, un État de bandits, un État de brigands. Le dialogue, pour nous, n'a pas sa place et que ce soit une fois pour toutes compris par tout le monde. Le CRC ne dialogue pas avec le régime de Brazzaville, avec la dictature. Avec une dictature, on ne dialogue pas, on la combat, on l'exclut. Ravi de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau le colonel Simon-Pierre Moussunda. Vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Avec vous, nous allons échanger sur la situation sécuritaire dans la sous-région Afrique centrale, avec en toile de fond l'escalade dans le conflit qui oppose Kigali à Kinshasa, non sans évoquer le conflit intercommunautaire à l'ouest de la RDC. Nous aborderons également l'actualité politique du Congo-Brazzaville et pour terminer par une note sur l'éveil du panafricanisme. Bonjour mon colonel et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Heureux de vous retrouver sur ce plateau et c'est l'occasion pour nous de vous féliciter pour le grand travail que vous abattez au profit de l'Afrique et du Congo-Brazzaville dans ce grand combat qu'est le nôtre. Je vous en prie, mon colonel. Bienvenue aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Télar TV. En tout cas, merci d'avoir fait le bon choix. Moi, c'est Christian Perrin. Mon colonel, nous allons commencer par le forum de Paris sur la paix. L'actualité oblige. Cette année-ci, 3 présidents africains seulement y ont pris part. Comment expliquer ce désintérêt, s'il faut dire ainsi? Qu'est-ce qui peut justifier cette absence remarquée des dirigeants africains à ce rendez-vous sur la paix? Je commencerai par dire que le monde a changé, que le 21e siècle ne peut pas ressembler au 20e siècle passé. Et les rapports de force, les rapports politiques, l'évolution politique, l'éveil des consciences, les prises de conscience ne sont pas les mêmes entre le climat de colonisation et de supériorité, de condescendance qu'on a vécu au XXe siècle et celui d'aujourd'hui. Je vais commencer par féliciter, par applaudir, par dire un grand bravo euh, aux activistes qui, à Paris, activistes congolais, activistes africains, à cette jeunesse qui a pris conscience des enjeux et de la volonté de s'exprimer et de compter, de peser sur la marche du monde, qui à Paris ont donné de la voix pour faire entendre raison à ceux qui croyaient. Il est une actualité pour eux de se pavaner dans les capitales européennes. Pour revenir à votre question,
une certaine presse africaine laisse croire que les chefs d'État dictateurs, notamment en Afrique, ont refusé de venir comme pour braver l'opinion internationale, comme pour montrer leur capacité à nuire, qu'ils auraient refusé de venir assister à ce forum pour la paix. Déjà que, de notre point de vue, on ne devait pas les inviter, parce que inviter des dictateurs à ce genre de forum, c'est faire insulte à l'Afrique. Mais ce qui est bien, qui est constatable, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas été invités. Et qu'il y a eu une volonté de maquillage et de duperie qui a été utilisée par certaines presses, notamment africaines, pour montrer, pour donner de la valeur à ces chefs d'État africains. Ils n'ont pas été invités. Et parce que je pense que le message de la jeunesse est entendu aussi quelque part en Occident. Et ce message entendu a fait que ceux qui ont organisé ce forum ne les ont pas invités pour éviter de donner l'impression qu'ils travaillent avec les dictateurs en Afrique. Les dictateurs doivent être combattus au niveau international, doivent être combattus par la jeunesse africaine, doivent être combattus par tous ceux qui pensent qu'au XXIe siècle, les relations internationales doivent changer, doivent être fondées sur le droit véritable, sur la liberté des peuples à agir, à vivre dans une espèce d'environnement, dans un environnement décent. Donc, nous félicitons ces jeunes, nous félicitons ces activistes qui ont marché, qui ont hurlé, qui ont fait pression pour que la France, qui a organisé ce forum, quel que soit le niveau à partir duquel ce forum a été organisé, ait entendu raison et que la France se rende compte que le langage avec l'Afrique aujourd'hui doit changer. Et donc, finalement, ce qu'on a lu sur les colonnes de la presse internationale, comme quoi les dirigeants africains ont boudé à ce forum, c'est une opération de communication simplement? C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est du maquillage éhonté, organisé d'ailleurs par ces mêmes dictateurs, dont le nôtre d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner, parce que quand on regarde la presse à laquelle on peut faire allusion, il y a même des liens de parenté avec ces journalistes de cette presse-là. C'est éhonté, c'est gênant de tromper, de mentir publiquement comme ça. Voilà. Mais ils n'ont pas été invités, ils n'étaient pas les bienvenus à Paris pour ce forum sur la paix. On ne peut pas parler de paix avec des dictateurs qui martyrisent, tuent, pillent et déshumanisent leur population. Ce serait une insulte grave. On se demanderait alors si réellement ce forum était un forum pour la paix ou un forum des dictateurs. Alors, mon colonel, il y a des propos qui ont surpris les Africains. Généralement, Embalo Sissoko est connu pour un peu ses propos généralement gênants pour les Africains, mais cette fois-ci, il a usé d'un langage clair et direct, s'adressant bien entendu à Emmanuel Macron. Je pense que vous l'avez suivi. Il a fait en fait une sorte de compte rendu, mais en soulignant bien entendu la responsabilité de l'Occident dans l'insécurité aujourd'hui, par exemple, déplorée au niveau du Sahel. Quelle analyse peut-on faire? Au moment où l'opération Barkhane prend fin officiellement, avec le retrait des troupes Barkhane du Sahel, et nous savons le climat tendu actuel entre les gouvernants du Mali et le gouvernement du Mali et le gouvernement français, ce qui s'est passé là à Paris entre M. Emmanuel Macron, président de la France, et M. Embalo, qui préside la CEDEAO, qui était porteur visiblement, quand on entend, d'un message du président Poutine, montre à quel niveau la jeunesse africaine, les jeunes Africains, les dirigeants africains actuels doivent prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas de raison de rester dans une espèce de condescendance. Il faut se tutoyer. Quand je dis tutoyer, c'est une façon de dire, s'il y a des choses à se dire, il faut qu'on se les dise. Et que les dirigeants africains actuels, et on voit bien qu'Embalo appartient à une autre génération, ce n'est pas la génération des octogénaires qui gèrent nos pays, qui sont dans une espèce de condescendance qui date du XXe siècle. Ceux d'aujourd'hui, Embalo notamment, même si on peut ne pas comprendre sa proximité avec le dictateur de Brazzaville, que nous reprochons, Embalo a eu le courage de dire clairement, publiquement, sans se gêner, ce qu'il avait à dire au président français, mais en toute politesse, en toute diplomatie, mais avec toute la franchise qu'imposent les relations aujourd'hui entre la France
et l'Afrique. Mais nous pourrons peut-être revenir sur cette espèce de sentiment anti-français constaté aujourd'hui, qu'on reproche aux Africains, mais qui est la conséquence d'une longue période d'esclavage d'abord et de colonialisme, qui peut expliquer les conflits, dont celui de la Libye avec l'élimination du président Kadhafi, quoi qu'on pense de lui, qui occasionne aujourd'hui la déstabilisation de l'ensemble du Sahel, avec des déplacements, des morts, le développement du djihadisme. C'est des choses, d'ailleurs, pour les Africains du centre, qui Il y a devraient les aussi interroger. l'esclavage à ce niveau-là qu'il faut signaler. L'esclavage, les populations déplacées, voilà. C'est une insécurité totale, mais en réalité, qui devait traiter la question? Ce sont les Africains. Ce n'est pas l'Europe de venir régler les questions de l'Afrique. C'est l'Afrique de régler ses problèmes. Et ils en ont les moyens. Sauf qu'aujourd'hui, de façon organisée, le dispositif politique africain est faible. Et nous regarderons peut-être les questions de leadership. Sans leadership puissant, sans leadership clairvoyant, sans vision politique, on ne peut pas régler ce genre de questions et on met des populations en insécurité. Et nous répétons, un peuple, un homme qui n'est pas en sécurité ne mange pas, ne boit pas, ne fait pas de famille. Et donc, le premier besoin de nos populations, c'est la sécurité. Ce qu'on constate en RDC, c'est ce qu'on constate au Sahel, c'est ce qu'on constate en Afrique de l'Est, et c'est ce qui peut expliquer qu'il y a quelques années, les mouvements de libération MPLA en Angola, le Frelimo au Mozambique, la SWAPO en Namibie, le PAIGC en Guinée, se sont battus, ont été aidés par d'autres leaders africains, mais les vrais, pas les dictateurs qui se font passer pour des panafricains alors qu'ils détruisent leur peuple. Donc, ces mouvements qui ont commencé dans les années 70-80 évoluent aujourd'hui avec l'arrivée aux commandes de certains États des jeunes, fussent-ils officiers, mais qui sont arrivés à la tête de leur pays, des patriotes qui savent qu'ils doivent se battre pour la sécurité de leur peuple et pour aider leur pays à tourner la page de beaucoup de siècles d'esclavage et de beaucoup d'années, sinon des siècles également de colonialisme. L'Afrique doit se relever. Et pour se relever, elle doit s'unir. Et là, on ira sur le panafricanisme politique, qui est quelque chose d'actuel, qui est quelque chose d'existentiel et qui doit en principe préoccuper tous les Africains. Alors, vous avez bien fait de parler déjà de la sécurité. Allons-y donc. La sécurité, puisque dans notre introduction, nous l'avions évoqué, c'est la situation sécuritaire au niveau de la sous-région Afrique centrale. Je fais allusion à ce qui se passe d'abord en RDC, à l'est de la RDC, avec bien sûr la présence du mouvement 23, le M23, qui avance vers Goma, bien entendu. À ce niveau, on note finalement une certaine prise de conscience, curieusement, de la communauté internationale, mais aussi des autorités de Kinshasa qui longtemps sont restées passives. Il y a une mobilisation qui a été lancée, on a enrôlé les jeunes pour aller défendre, bien sûr, le territoire de la RDC contre le M23. Et lorsqu'on sait que le M23, et c'est officiel, est soutenu par le Rwanda, quelle analyse peut-on faire de cette prise de conscience, il faut le dire comme ça, parce que c'est un conflit finalement qui dure depuis des décennies et qui a déjà fait plus de 6 millions de morts. Pourquoi avoir attendu maintenant? Bon, déjà, il faut, pour toute activité humaine, communiquer. Ce conflit est connu, c'est un conflit vieux. On peut remonter depuis la période du colonialisme belge, avec le Hutu et les Tutsis qui se battaient dans toute cette zone, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, un peu moins en Ouganda, et à l'est de la RDC. Il y a donc eu dans cette zone, depuis beaucoup de temps déjà, des mouvements de massacres, des assassinats, une guerre larvée qui a pris de l'ampleur avec l'arrivée au pouvoir du président Laurent Désiré Kabila en 1997 et le départ de Mobutu. Mais déjà, le conflit existait. Et ce conflit a occasionné aujourd'hui plus de 6 millions de morts. À titre comparatif, la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, a occasionné à peu près 60 millions de morts. Quand on fait la proportion, c'est-à-dire 1 sur 10,
on se rend compte des dégâts humains qui ont été occasionnés et qui continuent à être occasionnés à l'est de la RDC. Nous ne parlerons pas des déplacements de population, nous ne parlons pas des privations de liberté et de tous les dégâts des viols des femmes qui sont en train de se dérouler dans cette partie du territoire. Et nous voulons rappeler ici, officiellement, et d'ailleurs ce n'est qu'un constat, que les populations de la RDC, les peuples de la RDC sont des peuples frères. D'ailleurs, nous portons le même nom, République démocratique du Congo. Je pense qu'on a ajouté démocratique pour le différencier d'une autre qui s'appelle République du Congo. Donc, nous sommes des peuples frères. La douleur de la RDC est une même douleur, c'est la douleur du Congo-Brazzaville. Donc, il y a une solidarité de fait, on n'a même pas besoin de le proclamer. Nous sommes solidaires. Nous sommes aux côtés du peuple frère de la RDC qui souffre des terres précieuses dont ont besoin les puissances occidentales et orientales. Là également, il ne faut pas les écarter pour produire ce qu'ils ont à produire. Donc, ce peuple paye un prix cher, sa richesse qui est dans son sous-sol. Donc, nous sommes solidaires. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC? Bon, il y a beaucoup de spécialistes qui le disent, qui expliquent avec détail. Nous nous limiterons à constater qu'il y a en RDC beaucoup de mouvements armés et dont le plus visible aujourd'hui est le M23, mouvement du 23 mars, je crois. Ce mouvement, de la voix même du président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est une face visible de l'action rwandaise qui est derrière et qui pousse. Il y a d'ailleurs là, c'est d'ailleurs l'occasion de s'étonner que le secrétaire général des Nations Unies puisse dire publiquement que le M23 est mieux armé, mieux équipé que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. C'est difficile à comprendre. Quand on sait que le Rwanda, c'est près de 13 millions d'habitants, que la RDC, c'est plus de 92 millions d'habitants, on ne peut pas comprendre qu'un pays aussi riche, qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, et qui est habité par près de 92 millions d'habitants, puisse subir autant de dégâts, puisse être en espèce d'infériorité face à un pays qui est beaucoup plus petit que lui. Ça veut dire que derrière, il y a des gros intérêts. Mais nous nous limiterons à constater et à dire ce qui est visible. Ce qui est visible aujourd'hui, c'est que le Rwanda pousse à l'est de la RDC. Le Rwanda a certainement des ambitions d'annexion d'une partie de la RDC, certainement à cause du territoire qui est très petit. Mais nous regardons un peu plus loin. Il y a au nord de la RDC, en RCA, une mission rwandaise, une mission quelque part qui était intégrée à la mission des Nations Unies en Centrafrique. Mais il y avait des militaires également du Rwanda qui sont allés en mission de l'État rwandais pour secourir certainement le gouvernement de la RCA. Donc il y a une présence des forces rwandaises en RCA. Il y a des fiches que nous avons vues passer sous nos yeux qui disent qu'il y a des disparitions des Rwandais qui visiblement s'infiltrent au nord de la RDC. Lorsqu'on parle du conflit à l'est de la RDC, en réalité, c'est un euphémisme. Est-ce qu'on peut parler d'une agression carrément de la RDC par le Rwanda? Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que la RDC, qui veut se défendre, soit encore sous embargo, par exemple, l'importation des armes? Il est clair pour tout le monde aujourd'hui qu'il y a une agression de la RDC par le Rwanda, qui avance masqué et qui a mis en avant le mouvement, le M23. C'est clair, c'est constaté, c'est même dit par certains responsables américains, par certains responsables occidentaux. Donc ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Et le fait que dans cette partie du territoire de la RDC se passe autant de dégâts humains et que l'armée de la RDC ou le gouvernement de la RDC est commandé du matériel, et ça également on l'a vu passer, que ces équipements militaires dont a besoin le peuple de la République démocratique du Congo pour se défendre, pour sécuriser son territoire, pour sécuriser ses populations, que ce matériel soit arraisonné au prétexte que la RDC est sous embargo, pose problème. Pose un problème moral, pose un problème politique, et d'ailleurs il faut se demander qui a arraisonné ce matériel et pourquoi l'ONU, qui est là-bas en RDC,
qui connaît la douleur, la souffrance de la RDC, peut-elle continuer aujourd'hui à faire appliquer un embargo sur un pays qui a obligation de se défendre? Et le chef d'État aujourd'hui de la RDC, je pense qu'il a pris conscience de ces enjeux. Il y a une question qui doit être posée, c'est la question du leadership politique. Si le président Tshisekedi, dont la mission est de défendre sa population, son territoire, prend sur lui de se battre aux côtés de son peuple, il faut qu'il hausse le ton à un niveau donné, comme le font certains dirigeants africains. Il y a des choses existentielles sur lesquelles on ne transige pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas. Regardons la marche du monde aujourd'hui. Regardons les conflits internationaux aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de débat. Quand il s'agit de la sécurité, quand il s'agit de la vie, de ce qui est existentiel, on prend ses responsabilités. Et c'est ce que nous souhaitons pour le président Tshisekedi, mais je crois que c'est vers là qu'il tend. Et nous parlerons du Congo-Brazzaville, même à ce niveau. Je crois qu'il y a un langage de vérité, de clarté qu'il faut avoir avec ceux qui, autour de la RDC, essaient de jouer un double jeu et veulent prendre en étau ce peuple frère, ce territoire frère, ses amis, ses consanguins qui, avec nous, et nous le disons de façon claire, peuvent compter sur nous pour tout ce qu'il faut faire afin que ce peuple qui souffre sorte de cette logique de crime, de guerre, de barbarie, de viol qui date depuis des décennies. La situation de l'Est de la RDC, bien sûr, a été comparée, j'espère que vous avez suivi le discours du président Félix Tshisekedi, donc je disais, cette situation a été comparée avec ce qui se passe à l'Ouest de la RDC. Or, nous savons que l'Ouest de la RDC, évidemment, c'est ce conflit intercommunautaire qui oppose les Téké au Yaka, qui a déjà fait plusieurs morts, on parle en termes de centaines de morts, mais nous savons également que l'ouest de la RDC, c'est aussi la frontière avec le Congo-Brazzaville. Alors, quelles peuvent être finalement les conséquences pour Brazzaville, qui abriterait, selon certaines sources, des Rwandais dans les zones Maluku qui est en face de Kinshasa, des Rwandais présentés comme des agriculteurs? Déjà, j'aimerais m'étonner de ce que le secrétaire général, qui est quand même une personnalité importante dans la vie des nations au niveau du monde, ait déclaré que les forces du M23 sont mieux armées, mieux équipées que celles des FARDC, donc des forces armées de la RDC. C'est quelque chose d'étonnant. Nous savons également que la poussée du mouvement M23, qui, je m'en tiens aux propos des dirigeants de la RDC, n'est qu'une face cachée des forces armées rwandaises qui attaquent l'Est de la RDC. En fait, c'est quelque chose contre lequel le combat est assez complexe. C'est une force importante, parce que quand on parle du Rwanda, nous allons revenir sur votre question, donc on va parler du Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, il y a même une situation ubuesque, je dirais. Le fait que la RDC n'ait pas la possibilité de s'armer parce qu'elle est sous embargo au niveau international. Et j'ai cru entendre il n'y a pas longtemps qu'ils avaient commandé du matériel militaire et que ce matériel militaire a été saisi parce que la RDC est sous embargo. Donc vous avez un peuple qui est en train de se battre. Vous avez un peuple qui cherche à créer les conditions de la sécurité parce que la sécurité est le premier besoin de l'homme. Et ce peuple auquel on refuse d'acquérir du matériel pour se battre, ne peut que créer les conditions des troubles, éventuellement pour créer les conditions pour que l'Est de la RDC soit quelque part complètement libéré. Et donc, pour revenir à votre question, il y a à l'Est de la RDC, donc le M23, qui est une face déguisée du Rwanda, un État qui agresse un État voisin souverain. Et vous avez à l'ouest de la RDC, et le président Tshisekedi l'a dit publiquement sur France 24, sur RFI, lorsqu'il était interviewé, qu'il y a un véritable danger à l'ouest. Or, à l'ouest de la RDC, quand on regarde, c'est le Congo-Brazzaville. Nous sommes séparés par le fleuve Congo. Il y a donc à l'ouest de la RDC au Congo-Brazzaville le Rwanda. Nous disons Rwanda, mais on aurait dit des forces rwandaises. Parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques mois, le gouvernement rwandais
a signé à Brazzaville, des contrats que nous ne connaissons pas. Les détails sont cachés. Même l'Assemblée et le Sénat ne sont pas informés des détails de ces contrats. Et ces contrats ont fait de telle façon que Maluku, très chaud, qui est à 10 kilomètres de Lifula, et je vous dirai pourquoi Lifula, qui est à 100 kilomètres de Kwamut, où les Yaka et les Teke se battent, et ça fait déjà l'objet de beaucoup de déplacements, de beaucoup de morts. Nous avons enregistré en Gabé près de 2600 réfugiés sur le territoire congolais. Et donc, la présence du Rwanda sur le territoire de la République du Congo-Brazzaville est quelque chose de très inquiétant. S'il s'avère que ce qu'on nous présente comme des agriculteurs, et nous avons des raisons de croire que ceux qui pensent que ce ne sont pas des agriculteurs, c'est une forme déguisée des troupes armées, si cette présence à Maluku, très chaud, c'est-à-dire juste au nord de Brazzaville, à 10 kilomètres de Lifula, qui est le centre qui est la base militaire des unités de la garde présidentielle et de la sécurité présidentielle du dictateur de Brazzaville, s'il s'avère que toutes ces informations sont vérifiées, il y a des raisons de croire et de craindre que la RDC soit appelée à réagir. Et on le comprendrait. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que... Est-ce que cela veut dire, mon colonel, cela veut dire que le Congo risquera d'être pris comme co-belligérant, c'est cela? C'est exactement ce que je voulais dire. Le Congo peut être pris dans une espèce de co-belligérance contre la RDC, ce qui peut amener des actions préventives d'une armée, de l'armée des FARDC. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les Congolais sont quelque part de fait en état de guerre aujourd'hui. Il faut que nous le disions, il faut que les Congolais le sachent, il faut que la force publique congolaise le sache, il faut que les peuples, les populations, les Congolais citoyens ordinaires sachent que notre pays entre en co-belligérance aux côtés du Rwanda contre la RDC. C'est un état de guerre. Et les conséquences sont gravissimes. D'abord, contre la RDC, parce que si vous vous installez à Maluku très chaud, vous êtes donc à portée de tir des canons de la RDC et vice-versa. Mais surtout, il y a également la présence du Rwanda à Dolisie, où ils espèrent exploiter ce qu'ils appellent, eux, un port sec vers l'aéroport de Dolisie. Dolisie, c'est 50 km de Kimongo, donc du Cabinda, autrement dit de l'Angola. Vous voyez que si on se met à décrire la zone, il y a des risques énormes, il y a une volonté, une forme d'aventure que développe un chef d'État, celui du Congo-Brazzaville, qui, de mon point de vue, ne mesure pas les risques et les enjeux et le danger dans lequel il plonge le pays, le Congo-Brazzaville. Et c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on discute. Il faut que les Congolais le sachent. Il ne s'agit pas de quelque chose de lointain. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à 1600 km de Kinshasa, c'est-à-dire la Goma, où le M23 pousse, où le Rwanda derrière pousse. Il s'agit de ce qui va se passer, qui pourrait se passer, mais qui va se passer à Brazzaville, à Dolisie, dans la Likuala, où on retrouve de nombreux Rwandais, mais ceux-là qui sont arrivés dans les années 96 après le génocide. Mais n'oublions pas qu'en RCA également, il y a des militaires rwandais. Donc, quand on voit cette espèce alors je ne dirais pas encerclement, je ne vais pas m'amuser à soulever des thèmes qui peuvent agiter l'espèce de menace, mais que la RDC se retrouve dans une situation où à l'est et à l'ouest se prépositionnent des forces hostiles, donc des forces rwandaises, peut les amener, et je les comprendrai, à réagir. Et s'ils réagissent, nous ne cessons de le dire, nous commençons à le dire, il faudra le dire à haute voix, le Congo-Brazzaville peut se retrouver en co-belligérance, donc en conflit avec la RDC. Et c'est grave. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer, mon colonel, que le commandement des FARC au Congo-Brazzaville ne perçoive pas la situation de cette manière? De toutes les façons, dans ce genre de circonstances, il faut évaluer le leadership politique. Est-ce que le leadership politique du Congo-Brazzaville est à la hauteur des enjeux? Je dirais non. Et les forces armées ne sont que sous les ordres du leadership politique, donc du politique. Et comme le politique a une lecture, je dirais, aventurière, une mauvaise lecture de la situation, nécessairement, les forces armées congolaises vont se retrouver dans une espèce de flottement. Mais décryptons qu'est-ce qu'elles sont.
Les forces armées congolaises, aujourd'hui, sont une espèce de... Alors, je vais être gentil parce que c'est quand même ma profession. Je ne veux pas être méchant avec mes confrères, mais j'aurais pu l'être. C'est une espèce de milice privée, majoritairement. Parce que les vrais militaires sont mis quelque part sur le banc des armées, souvent humiliés. Et ils attendent la retraite pour être mis hors de la force publique. Et du coup, ils ne se sentent pas concernés par ces problèmes majeurs, ces problèmes de sécurité, ces problèmes de gestion des frontières, ces problèmes de sécurité sous-régionale qui peuvent mettre en péril, y compris leur vie individuelle. Donc, nous avons au Congo-Brazzaville une espèce de milice à la disposition d'un président de sa famille et de ses suppôts, qui a souligné le terme suppôts, parce qu'on retrouve dans d'autres régions, dans d'autres départements, des personnes que nous qualifierons de peu de moralité, qui ne comprennent pas les enjeux, qui s'associent, qui forment donc un groupe de malfaiteurs. Donc, ces forces armées qui sont au service du dirigeant, du dictateur congolais, ne seront pas capables d'affronter ce genre de situation. Déjà, nous sommes un pays de 5,7 millions d'habitants. La RDC, c'est quand même plus de 90 millions d'habitants. L'Angola, c'est près de 30 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est près de 30 millions d'habitants, un peu moins. Donc, vous voyez, quand on fait le tour de cette situation, quand on voit, je prends les poids démographiques, mais cela supposait ajouter les puissances militaires. L'Angola, c'est la première. La RDC, aujourd'hui, en voie de passer d'être la deuxième. Le Cameroun, la troisième. Ainsi de suite. Le Tchad qui est à côté. Le Congo-Brazzaville, il faut qu'on sache ce que nous valons dans cet environnement et qu'on sache mesurer les actes que nous posons. Parce que ça peut coûter excessivement cher. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bien sûr qu'ils ont prépositionné de l'argent à l'étranger, dans les comptes. Ils ont un aéroport à partir duquel ils peuvent s'envoler, fuir. Ils ont acheté des villes à l'étranger. Donc, visiblement, les dirigeants congolais aujourd'hui sont préparés à partir en cas de danger. Qui est-ce qui va payer? Ce sont ces militaires qui vont aller au contact du feu aujourd'hui et qui ont le sentiment que se passe loin, que la RDC est loin. Nous sommes à 4 km de Kinshasa quand on peut Brazzaville. Ça a porté des canons. Ça a porté des canons. Et que vont vivre ces populations aujourd'hui qui souffrent depuis de longs mois, de longues années? Elles vont retomber dans la misère, dans l'agression, dans la douleur, dans la barbarie. Elles vont payer pour des illuminés, excusez-moi du terme, mais ça ne peut pas être appelé autrement, pour des gens qui ne comprennent pas la marche du monde, pour des gens qui restent coincés dans la gestion des États du XXe siècle. Et donc, les Congolais doivent savoir qu'ils vont se retrouver et qu'ils le sont déjà peut-être aujourd'hui en état de fait de guerre contre, malheureusement, nos frères de la RDC. Et le CRC ne l'accepte pas. Nous ferons tout pour que cette situation n'arrive pas. D'abord en mobilisant nos compatriotes sur les territoires, en leur disant clairement les choses, et deuxièmement en faisant passer ce message auprès de nos frères, nos voisins, qu'ils soient de la RDC, la RDC et le Congo-Brazzaville, les populations sont des populations qui vivent les mêmes problèmes, sont des peuples frères. À l'Angola, qui aujourd'hui, c'est vrai, est une puissance militaire, mais qui ne doit pas oublier qu'en cas de déflagration dans cette région, les problèmes de mouvement de population, de réfugiés et de bandes armées qui peuvent se balader, peuvent déstabiliser les États qui aujourd'hui apparaissent comme stables. Et du Gabon, qui est beaucoup plus fragile que nous, qui est derrière le Congo-Brazzaville, il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ce qui se passe en RDC, les concerne. Personne n'est à l'abri. Il est donc un devoir pour nos dirigeants, pour les dirigeants de ces pays, de discuter, d'échanger, y compris avec toutes les formes d'organisation comme les nôtres, pour regarder ensemble ces questions, pour essayer de limiter les dégâts et pour que l'Afrique sorte quand même d'une situation inacceptable depuis des décennies. Alors, mon colonel, parmi les accords, et vous le savez, je pense, de coopération passée entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda figure également un accord militaire. Et souvent, les observateurs de la politique congolaise disent que c'est pour soutenir, en fait, la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils. Ça me rappelle un peu l'accompagnement de Laurent Désiré Kabila par les Rwandais pour prendre Kinshasa. J'imagine un peu que cela arrive et que cette succession se passe par la violence et que le Rwanda accompagne, par exemple, Denis Christel Sassou Nguesso, puisque c'est de lui qu'il s'agit. On va se retrouver probablement dans la même situation et donc les Rwandais vont s'installer au Congo-Brazzaville parce qu'il faudra sécuriser ce pouvoir et en face, nous avons la RDC. Il faut que nous disions à nos
dirigeants qu'ils jouent avec le feu, y compris ceux qui rêvent de succession. D'ailleurs, la bataille de succession peut expliquer que les neveux et les fils s'embrochent en espérant prendre le dessus les uns sur les autres. Ils jouent avec le feu. Croire que les forces rwandaises peuvent servir de force de sécurisation ou d'installation au pouvoir d'une succession, c'est se tromper largement. Parce que derrière ce qui se passe à l'est de la RDC, derrière les accords qu'on n'a jamais présentés d'ailleurs, les accords militaires, vous interrogerez les dirigeants militaires congolais, ils ne vous diront pas de quoi il s'agit parce qu'ils ne savent pas. Ce sont des secrets de famille gardés entre les dirigeants parce qu'ils rêvent quelque part d'utiliser des forces étrangères, comme ça s'est passé en 97, pour s'installer. Je peux aller loin. Il nous revient que le fils du dictateur qui rêve de gloire et de trône aurait formé des gens dans le domaine militaire, y compris à l'étranger. Pour des raisons de discrétion, nous ne dévoilerons pas de quel pays il s'agit, le temps de le faire constater et de le valider, et que ces forces qui ont été formées à l'étranger sont quelque part tapies en RDC. N'oublions pas qu'il y a une familiarité qui existe, enfin, il y a une familiarité entre le fils du dictateur et, nos frères de la RDC, puisqu'il est fils d'un dignitaire de la RDC, on ne va pas citer son nom aujourd'hui. Donc, il y aurait aujourd'hui des forces tapies, quelque part, dans l'environnement, en RDC, prêtes à soutenir le fils qui rêve de trône à la place de son père. On le pense également, y compris pour le neveu. Donc, vous voyez très bien que, y compris pour nos frères de la RDC, il y a besoin de se donner la main, discuter. Mais nous voulons dire également que les Congolais ne sont pas dupes. L'espèce de calme qu'on constate depuis quelques mois, après les tempêtes qu'on a connues en 2015-2016, où les Congolais ont réagi avec dignité, avec force, pour refuser le changement de la Constitution, et qui ont soutenu un certain nombre de candidats, dont le général Mokoko aujourd'hui qui est en prison et qui n'a pas sa place en prison avec Okombi Salissa. On a revu le même scénario en 2021. Malheureusement là, c'est un candidat qui est décédé, Gibis Pafé Kolela. Les successeurs, ceux qui rêvent de succession doivent se rendre compte, ils doivent savoir que la route sera jonchée de ronces, que le Congo n'est pas un pays à vendre, que les Congolais savent se battre quand il le faut, que la question aujourd'hui dans notre pays, c'est une question de leadership politique. Et dans ce cadre-là, on reviendra peut-être sur ces questions, c'est le combat que nous menons, c'est la lutte que nous menons, c'est ce que nous menons comme activité au sein du CRC, parce qu'au-delà du CRC, beaucoup d'autres s'organisent pour que ce pays sorte de l'obscurité, de l'obscurantisme, du banditisme politique dans lequel on l'a plongé depuis des décennies. Puisque nous parlerons de la sécurité, on va essayer de comprendre au niveau du CRC comment sont traitées les questions de sécurité nationale. Alors, les questions de sécurité nationale chez nous font l'objet d'une gestion particulière. Et vous imaginez pourquoi. Parce qu'il s'agit des rapports de force, souvent militaires. Il s'agit d'un environnement géostratégique sous-régional. Il s'agit parfois des relations internationales diplomatiques qui impliquent des forces qui aujourd'hui se battent et qui peuvent brouiller la visibilité qui doit être la nôtre sur ces questions sensibles. Mais il est clair que la sécurité étant le premier besoin de tout être vivant et de l'homme de façon générale, de particulière, donc des Congolais, c'est pour nous une question que nous prenons à cœur, que nous traitons avec particularité, avec responsabilité, et pour laquelle nous sommes d'exclure tout aventurisme. Mais c'est une question importante et sensible. De toutes les façons, le secrétaire général du CRC, M. David Londi, est passé à votre chaîne où il a expliqué le fonctionnement, la vision, les objectifs, et comment nous entendons régler les questions de liberté, de libération de notre pays, du joug de la dictature qui est en train de l'étreindre aujourd'hui. Donc, c'est des questions importantes. Et c'est pour ça que nous n'allons pas trop développer, mais c'est pour ça que nous échangeons
essayons d'échanger avec les voisins, avec les Congolais. C'est pour ça que nous ne cesserons de transmettre des messages à nos frères de la force publique pour leur dire qu'ils ne sont pas à la disposition d'un groupe de gens, d'un dictateur, d'une famille, des suppôts qu'on retrouve un peu partout dans les départements. Et que ce pays de près de 5,7 millions d'habitants, avec 12 départements, doit être préservé d'une déflagration qui pourrait mettre en péril nos populations, y compris eux-mêmes, les agents de la force publique aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de leur mission parce que, on se méfie d'eux, parce que les éléments de ce que nous avons appelé une espèce de milice déguisée au service du pouvoir les prennent pour cible, les ont en joue. Alors, nous allons passer donc à l'actualité politique congolaise, et cette actualité applique évidemment ce qui se passe au niveau de Paris. Vous le savez que depuis pratiquement 2 ou 3 semaines, Paris attire l'attention des politiques congolais, d'abord avec la rencontre de Jean-Dominique Okemba et Philippe Obara, avec quelques Congolais vivant à Paris, qui se sont d'ailleurs autoproclamés comme des représentants politiques des Congolais à Paris, avant d'être désavoués, et pour s'intéresser à Tony Moudilou, à qui on a chargé de mener les consultations politiques en vue d'un dialogue. Si les dates sont maintenues, ça serait normalement en décembre. Ma première question, c'est de savoir, est-ce qu'il vous a rencontré ou il vous a contacté pour ces consultations? Vous, en tant que coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Il faut que ces choses-là soient clairement dites, et définitivement. Le CRC a dit clairement comment il entend régler les questions politiques chez nous. Je ne vois aucun intérêt à titre personnel, mais y compris en tant que CRC, puisque nous sommes de gérer ce groupe de citoyens qui se battent jour et nuit pour régler les problèmes du Congo. Le dialogue, pour nous, n'a pas sa place, et que ce soit une fois pour toutes compris par tout le monde. Le CRC ne dialogue pas avec le régime de Brazzaville, avec la dictature. Avec une dictature, on ne dialogue pas, on la combat, on l'exclut, on essaie de la défaire, et quand on la défait, c'est à ce moment-là, quand la dictature a été défaite, qu'on essaie de dialoguer pour construire, pour mettre en place un nouveau système qui permet au Congo de démarrer. L'expérience congolaise est claire. Il y a eu près de 6 dialogues qui ont été réalisés au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que ça a donné? C'est un dialogue de dupes. C'est un dialogue de dupes. Donc, je ne vois aucun intérêt. Donc, que ça soit clairement dit pour tout le monde. Le CRC et tous les membres du CRC, tous, on n'exclut personne, tous, personne n'est demandeur d'un dialogue quelconque avec la dictature de Brazzaville. Nous la combattons, nous la combattrons, nous mettrons tout en œuvre pour la défaire, pour que les Congolais puissent retrouver la liberté et un véritable état de droit. Et qui commence par oui, il y aura un dialogue. Le dialogue, c'est après avoir défait la dictature. Les Congolais se retrouveront pour penser les plaies, pour faire le point, pour examiner toutes les blessures, tous les dégâts qui ont été créés, aussi bien en interne au niveau dans le pays que dans la sous-région. Et ce n'est qu'après ce dialogue qu'il y aura une transition. La transition nous amènera vers des élections libres, démocratiques et transparentes, parce que le Congo a besoin d'un nouveau leadership politique qui est capable de le mettre sur les rails, parce que le monde de demain est un monde à risque. C'est un monde où les questions de sécurité, les questions de vie, les questions d'eau, les questions d'environnement sont tellement brûlantes aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser le train, la tête d'un pays comme le Congo-Brazzaville, au cœur du continent africain, au cœur du bassin du Congo, du deuxième poumon du monde, entre les mains d'aventuriers qui, depuis bientôt 25 ans, 30 ans, ne comprennent pas la marche du monde. Donc, il n'y a pas de dialogue. Je n'ai même pas besoin de développer longtemps cette question, parce que c'est une question, pour moi, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur. Oui, mais mon colonel, évidemment, vous ne voulez pas développer cette question, pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso, mais nous savons que le dialogue, c'est l'option la plus aboutie en politique. Il peut arriver que la communauté internationale s'implique pour organiser, par exemple, un dialogue et mettre
autour d'une même table, tous les Congolais, bien entendu. Et si jamais dialogue il y avait, moi j'insiste là-dessus, avec Denis Sassou Nguesso, sachant qu'il se maintient bien entendu au pouvoir par coup d'État permanent et par la terreur. On peut citer par exemple les massacres d'Ikongonu. Nous avons également le génocide du Poul, les disparitions forcées des jeunes Congolais au beach de Brazzaville, coup d'État militaire sanglant en 97 qui a fait d'ailleurs plus de 400 000 morts. On parle de 10% de la population congolaise qui avait été décimée. Nous avons également le coup d'État constitutionnel en 2015 avec, bien entendu, son cortège de morts. Mais si jamais un dialogue était initié par la communauté internationale, comme on l'appelle, sous quelles conditions le CRC pourrait prendre part à un tel dialogue? Nous avons, et je répète pour que ça soit bien compris par tous, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la communauté internationale, le CRC n'est pas dans une espèce d'aventure politique. Cette plateforme qui, au-delà de la forme juridique de son existence, est un mouvement politique, comme on l'entend sous d'autres cieux, a une mission qui est claire, c'est celle de mettre fin à la dictature qui est au Congo-Brazzaville. Et nous répétons que le dialogue sera la conséquence de la fin de la dictature. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas partir d'une situation de dictature à un état de droit sans passer par un rassemblement des Congolais qui discutent, qui font le point, qui pensent les blessures pour aller plus loin. Et il y a aujourd'hui sur le territoire national des Congolais qui demandent le dialogue, qui font beaucoup de messages. Il y a même une institution qui a été mise dans la Constitution qui parle du dialogue. Pourquoi ces leviers ne sont pas utilisés si réellement il y avait une volonté de dialogue au niveau du Congo-Brazzaville? Pourquoi envoyer un neveu qui réellement, en réalité, est un sous-officier dans la marine, vouloir rencontrer des cadres politiques à l'étranger pour parler de dialogue? Quelles compétences a-t-il? Quel mandat peut-il avoir, vu le rôle qu'il a, qui se contente de la sécurité? Parce que c'est là-dedans qu'il essaie d'exceller, dans son silence et dans son incompétence, nous n'hésiterons pas de le dire. Donc, s'ils veulent dialoguer, qu'ils commencent par dialoguer avec ceux qui sont sur le territoire. Et ils sont nombreux qui, nuit et jour, lancent des messages, demandent à dialoguer, à discuter. Il y a aujourd'hui en prison des illustres Congolais, et je ne citerai que deux, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okomi Salissa, et bien d'autres, des jeunes, dont des jeunes demoiselles qu'on arrête, qu'on met en prison sans jugement, qui commencent d'abord par dialoguer avec ces personnes. En ce qui concerne le CRC, nous sommes clairs sur cette question. Le CRC n'a pas vocation à dialoguer avec la dictature. C'est clair. Et c'est définitif. Le dialogue se fera une fois que la dictature sera partie. À ce moment-là, ça enclenchera un processus qui commencera par la stabilisation sécuritaire, par un dialogue de tous les Congolais autour du Congo de demain, par une transition politique et par des élections libres, démocratiques et transparentes. Voici la mission que s'est donnée le CRC et il ne se détournera jamais de cette démarche. Comme ça, c'est clair. Pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso, c'est dit du CRC. On va passer donc au dernier volet de notre émission qui porte évidemment sur l'éveil du panafricanisme en Afrique. Alors, quelle lecture globale fait le CRC des bouleversements observés en Afrique de l'Ouest en particulier, hein? Dans cette foulée d'ailleurs, Paris vient d'annoncer la fin officielle de l'opération Barkhane en Afrique, au Sahel. Rien ne se fait sans la volonté des peuples. Toute action politique, toute action sécuritaire, toute œuvre qui doit être menée, surtout quand il s'agit d'œuvres de cette envergure, de ce niveau, doivent être menées de bout en bout avec la volonté populaire. Or, aujourd'hui, dans ces pays, on lit très bien ce que veulent les jeunes. Les pays d'Afrique aujourd'hui, en moyenne d'âge, c'est 50-60% des jeunes de 0 à 25 ans. Ils n'ont pas vécu le colonialisme. Ils n'ont pas vécu, encore le mot, l'esclavage. Ils vivent certainement le néocolonialisme, si on peut l'appeler ainsi. Ils ont d'autres ambitions. Ils n'ont pas peur de tutoyer ce qui hier se faisait passer pour des dirigeants du monde. Et pour ne prendre que l'Afrique de l'Ouest, mais un peu plus largement l'Afrique francophone. Je pense qu'aujourd'hui,
puisqu'il y a un sentiment anti-français qui se développe. Il ne faut pas se tromper, qui est clair, qui est évalué, qui est constaté, y compris par les dirigeants français, y compris également par les dirigeants de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut que la France et l'Afrique se parlent. Il faut que l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Afrique se parlent. De façon générale, il faut que l'Europe et l'Afrique se parlent. Ne nous trompons pas. Nous le croyons fermement. C'est pour ça que nous restons engagés de bout en bout. Si aujourd'hui, c'est la Chine qui se réveille et qui bouscule l'ordre mondial, demain, c'est l'Afrique qui va se réveiller. Pour plusieurs raisons. Des raisons démographiques, des raisons de l'environnement, des raisons des capacités de la richesse de l'eau et du reste. Et si le monde, de façon globale, et l'Europe, qui est le continent le plus proche du continent africain, devait agir, c'est commencer à discuter, mais franchement, clairement, avec l'Afrique. Pour qu'ensemble, que nous regardions les problèmes tels qu'ils se posent. Que nous regardions ensemble comment on se projette pour demain. Ça, c'est le volet des relations entre l'Afrique et l'Europe. Et puisque nous sommes francophones, souvent le regard sous l'angle de la France et de l'Afrique. Mais plus loin, les Africains ont très bien compris que le monde se gère à travers des rapports de force. Il est évident que les États africains aujourd'hui, fragiles, incapables de se prendre en charge, et ça peut se comprendre, n'ont d'autre alternative que de s'unir pour pouvoir affronter l'adversité mondiale. Les questions de sécurité, qui sont des questions importantes, et on le voit en Europe de l'Est aujourd'hui, mais on le voit en Amérique latine, on le voit au cœur de l'Afrique, on le voit dans l'Afrique de l'Est, parce que là-bas également, il y a des conflits entre l'Éthiopie et les voisins. On le voit au niveau de l'Afrique du Nord. Les problèmes de sécurité sont les mêmes partout. Et la voix qu'on ne peut entendre aujourd'hui, c'est la voix des puissants. Et le terme de puissant va quelque part avec la capacité démographique, la capacité géographique de tous les États. Donc l'Afrique aujourd'hui est obligée de passer par la case union, mais pas tel que c'est fait au niveau de l'Union africaine, qui quelque part paraît comme une succursale, mais bon, je ne le dirai pas pour blesser ceux qui dirigent, mais c'est presque un constat, une succursale de l'Union européenne. Il faut que les Africains, il faut que l'Afrique, quelque part, commence à s'unir, à mettre en place ce qu'ont rêvé les pères fondateurs du panafricanisme, c'est-à-dire des États-Unis d'Afrique. Après, on l'appelle comme on veut, sous la formule qu'il veut, mais c'est une démarche incontournable pour demain. Et donc, mon colonel, vous pensez que ces mouvements, ces bouleversements sont le résultat d'un nouvel éveil du panafricanisme, c'est cela? C'est l'éveil des jeunes, c'est l'éveil des consciences. C'est la douleur qui se transforme aujourd'hui en volonté politique. Jusque-là, les gens se plaignaient de l'esclavage, du colonialisme. Mais il y a un moment, il y a un temps pour se plaindre, il y a un temps pour agir. Je pense que les Africains rentrent dans le temps de l'action. Parce que c'est une question existentielle de toutes les façons. Voilà. Et l'éveil de conscience, les mouvements que nous constatons en Afrique de l'Ouest qui vont s'élargir en Afrique centrale, qui vont s'élargir en Afrique de l'Est, qui vont s'élargir en Afrique australe, ce sont des mouvements à prendre la ligne de compte. Ils ne doivent pas apparaître comme une espèce de volonté d'aller d'un camp vers un autre. Lire les événements de cette façon, c'est se tromper. Il s'agit pour les Africains de s'intéresser à leurs problèmes, autour de leurs intérêts, et d'avoir pour interlocuteurs ceux avec lesquels ils peuvent discuter de leurs intérêts. Il se trouve également que certains dictateurs africains surfent également sur cette vague du panafricanisme, j'allais dire, pour tenter de noyer leurs crimes, la répression barbare qu'ils opposent à leur population, le pillage économique, etc. Est-ce que dictature peut rimer avec panafricanisme? La réponse est évidemment non. Le panafricaniste est au départ un démocrate parce qu'il travaille pour des populations, il travaille pour la liberté, il travaille pour le développement de ces populations. Donc, quelqu'un qui va dans le sens opposé ne peut se faire passer pour un panafricaniste. Mais nous allons aller droit au but. Le dictateur de chez nous, qui se fait passer pour empereur, qui, dans le passé,
au nom du Congo, mais c'est quelque chose qui a été fait avant lui. Se fait passer pour un panafricain, pour quelqu'un qui a Oui, aidé. dans beaucoup de pays, il est considéré comme un homme de paix. Vous écoutez, quand vous discutez avec certains cadres de l'ANC, surtout les anciens, ils le prennent pour quelqu'un de positif, de panafricain, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un de très nuisible. Vous le prenez pour vous discutez avec les cas du MPLA, c'est pareil. Avec ceux du Frélimo, c'est pareil. Le PAIGC, c'est pareil. La SWAPO, c'est pareil. Donc en Afrique, il paraît comme un panafricain. Et je crains même que les jeunes aujourd'hui qui en Afrique prennent le pouvoir, se battent pour la liberté, le prennent pour un panafricain, quelqu'un qui est capable de libérer les pays. Non. Parce que l'histoire de ce dictateur est une histoire de crime, et j'en suis le crime. Nous allons prendre les faits les plus récents. Prenons la mort de Marien Ngouabi, qui a été égorgé en pleine journée à Brazzaville, président de la République. Qui était le ministre de la Défense? C'est le dictateur actuel. Qui est responsable, ne fût-ce que sur le plan moral et politique? C'est le dictateur actuel. Mais nous pouvons pousser plus loin. Qui a organisé les massacres à Ikongono? C'est le dictateur actuel. À Wando, dans le département de la Cuvette, sous le prétexte de la traque du capitaine Pieranga. Des actes gravissimes, des massacres ont été commis dans cette localité. Qui a organisé les crimes dans le pool? C'est le dictateur actuel. Jusqu'à aujourd'hui, le bilan n'a pas été fait. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui n'ont jamais été à l'école, des villages antiques qui ont été rasés. Dictateur actuel. Et nous pouvons continuer comme ça. Qui a déclenché les hostilités en 97? Parce qu'on a tendance à tromper l'opinion publique. La guerre qu'on appelle la guerre du 5 jours, en réalité, c'est la guerre du 4 mai 1997. Dans sa volonté de vengeance. Et vous comprendrez pourquoi, parce qu'en 88, quand on assassine en hangar, et avec tous les rites qui s'en sont suivis, il y avait une volonté d'humiliation des populations locales. Ça, les gens le savent, les Congolais le savent. Donc, quand le 4 mai 97, il va se faire porter en tipoï, c'est un signe d'honneur sur les terres de Wando. Il est évident que des populations qui ont subi le mal, qui ont été humiliées il y a quelques années, ont certainement réagi. Après, il peut y avoir des torts, il peut y avoir des... mais qui ont été humiliés, ont réagi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dictateur actuel qui était... Mais lui se justifie plutôt d'avoir été dérangé dans son sommeil. Oui, mais le sommeil, c'est à 5 heures du matin. Là, nous sommes le 4 mai. On viendra sur sur le 5 juin. Le dictateur actuel à Owando voulait se faire porter antipode. Et la réaction des populations locales a été immédiate. Et elles ont contesté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont connus. À Boya, l'assassin, enfin, j'ai envie de dire personnel, mais enfin, on peut l'accorder. Le colonel Ngo Bonaventure, qui est aujourd'hui l'adjoint du neveu qui veut prendre le pouvoir, ont ouvert le feu sur des citoyens, sur des policiers en activité. 4 sont tombés, les noms sont connus. C'est des policiers, donc des agents de l'État en mission, assassinés en pleine journée, parfois dans la rue. Nous laissons de côté les populations civiles qui ont été matées et assassinées. Et le retour sur Brazzaville, au niveau de Yo, le convoi, le cortège de l'ancien président Jacques Joachim Oyombi Opango a subi les mêmes faits. Ils ont été tués. Les assassins connus sont réfugiés à la résidence de Mpila. Et je pense que ça a été sous-estimé quelque part au niveau du gouvernement de ce temps, en ce temps-là. Parce que s'il fallait le réveiller, on le réveillait à 4 heures du matin, à 3 heures, 2 heures du matin. Ce n'est pas à 5 heures qu'on le réveillait. Je pense que c'est la justice qui a voulu aller mettre la main sur le colonel Ngobo, le commandant Aboya, pour des faits qui étaient clairement identifiés et les actes commis à Wando. Et ils vont à 5 heures du matin comme l'exige la loi. Ils ne vont pas 4 heures, ils ne vont pas 3 heures, ils ne vont pas 2 heures du matin. Mais comme la suite était préparée, et comme son retour, c'était pour prendre le pouvoir, et puis derrière, il y a tout le processus, il y a toute l'histoire qu'on peut ouvrir, hein, des pages énormes sur le pétrole, sur la volonté de changement, le rôle des puissances étrangères dans ce qui s'est passé.
Il y avait un piège qui était là, qui s'est refermé. Et donc la guerre, c'est la guerre du 4 mai 97 et qui a commencé à Ouando. Et la République, l'État, a voulu mettre la main sur les assassins en envoyant au lever du jour, comme l'exige la loi, à 5 heures du matin, la justice qui était accompagnée des forces de l'ordre. Bien sûr, ils ont été musclés, mais quand vous regardez, pour ceux qui savent bien qui regardent, l'engin qui est là, qui est placé, c'est un engin qui est allé sans munitions, sans rien du tout. Voilà. Et donc, nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui veut se faire panafricain, qui a contribué à la mort d'un chef d'État, qui a contribué à la disparition d'un président, le président Alphonse Massamba Deba. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve son corps. Certaines langues disent qu'il a été donné au lion, mais vous vous rendez compte? Le corps d'un ancien chef d'État offert comme repas à un lion. Là, le cardinal, le seul que nous avions eu en ce temps-là, qui a été assassiné, et toute la succession des crimes qui ont été commis, comment voulez-vous que quelqu'un de ce genre soit qualifié de panafricain? Mais le panafricanisme, c'est la volonté de construire, c'est la volonté de bâtir, la volonté de faire de l'Afrique un continent de joie, de bonheur et un développement harmonieux. Donc on ne peut pas aujourd'hui penser que quelqu'un qui a du sang entre ses mains, un criminel notoire, et qui jusqu'à aujourd'hui continue à poser des actes graves, regardez son pays, c'est quand même le troisième producteur de pétrole d'Afrique noire, avec un potentiel énorme. Mais qu'est-ce que le Congo aujourd'hui? Présentement, il est à Pointe-Noire en train de patauger dans l'eau. J'espère qu'il a de quoi nager, parce que la ville est sous les eaux. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, pour faire peur aux populations, pour faire peur aux Congolais, il y a un nouveau phénomène qui se développe, qui s'est développé, qui se développe. Il s'agit du phénomène des bébés noirs. L'usage des machettes pour charcuter les citoyens, pour charcuter des populations, en fait, pour intimider et apeurer. Cette technique, quand on regarde notre histoire, nos populations n'ont pas, dans le passé, utilisé ce genre de technique pour se battre, pour faire comme des bandes armées qui doivent avec des noms bizarres. Et nous savons d'ailleurs que, toujours dans ce volet, souvenons-nous, en 2020, on a retrouvé les restes mortuaires de l'ancien ministre de la Défense du Rwanda pendant le génocide, M. Augustin Bizimana. Et où est-ce qu'on l'a retrouvé? À Pointe-Noire, alors qu'il était recherché au niveau international. Donc, un panafricain qui cache sur son territoire des criminels, vous croyez qu'on peut l'appeler panafricain? Nous avons sur nos territoires aujourd'hui, d'ailleurs, un phénomène qu'il faut prendre en ligne de compte, il y a la présence du Hezbollah, les chiites sur nos territoires, qui sont dans le commerce, dans les affaires. Mais nous savons très bien le danger, le rôle que jouent ces citoyens sur nos territoires. Loin de les accuser de vouloir faire chez nous ce qui se passe au Moyen-Orient, mais nous devons nous méfier en cas de clash, en cas d'explosion politique. Et d'ailleurs, dans les années 97, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas participé, le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a aujourd'hui sur le territoire congolais un feu qui couvre. Et donc, nous pouvons Mon colonel, lorsque je vous entends répondre, vous êtes en train de nous dire que le phénomène des bébés noirs est une stratégie, c'est un mode de gouvernance pour créer la terreur dans la population, c'est cela? Et c'est fait exprès? C'est fait exprès, les bébés noirs, quand on regarde bien qui les a créés, c'est la police congolaise. On le dit sans sourciller. Et une fois de plus, quand je dis la police congolaise, je ne parle pas des vrais policiers, je ne parle pas des vrais citoyens. Je parle des gangsters politiques qui dirigent cette institution. C'était créé à dessein pour faire peur aux Congolais, pour faire taire les Congolais, pour créer la terreur, pour intimider. Et on voit les conséquences aujourd'hui. On voit ce que ça fait comme dégâts aujourd'hui. Vous demandez à un Congolais de s'exprimer, de prendre la parole, tendance à vous dire je veux bien, mais j'ai peur d'être visité la nuit par des bébés noirs. Quel est ce pays? Avec les exécutions extrajudiciaires auxquelles on assiste. Bien sûr, au niveau de la police. Voyez? Donc, c'est un État terroriste, un État de bandits, un État de brigands, et le chef d'un tel État ne peut pas être un panafricain. Ce n'est pas possible. Il faut que les vrais panafricains qui se battent le sachent, qu'ils l'intègrent dans leur dynamique. Il faut que les partenaires politiques et économiques du Congo à l'étranger le sachent, qu'ils l'intègrent dans leurs relations avec le Congo-Brazzaville. Et ça, nous le disons clairement, le CRC aura l'occasion, une fois aux commandes avec les autres, de faire le point sur tous ces volets pour savoir qu'est-ce qui a pu être fait comme mal à ce pays qui avait vocation à émerger
Le Congo, quand on regarde aujourd'hui le Qatar qui organise la Coupe du Monde aujourd'hui, le Qatar, dans les années 80, 70-80, est au même niveau de développement, sinon moins développé que le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous enfoncions dans la misère, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, et que des pays comme le Qatar puissent aujourd'hui faire l'objet de, 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 tous les regards, de tout l'intérêt qu'on peut porter à un pays développé au niveau mondial. Comment voulez-vous qu'on puisse qualifier quelqu'un de ce genre de panafricain? Il ne faut pas qu'on se trompe. Et ce genre de messages peuvent justement déstabiliser les vrais panafricains qui travaillent pour cette vision panafricaine, cette vision du continent qui doit obligatoirement passer par la case rassemblement, unité pour pouvoir espérer vivre décemment demain. Oui, mais mon colonel, et pourtant, dans le même temps, on peut le nommer quelque part, lui confier la médiation, par exemple, au niveau de la Libye. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Est-ce que c'est toujours la corruption derrière ou l'ignorance carrément de ceux qui lui font confiance? Je pense que le monsieur est dans des réseaux assez dangereux parfois, et nous savons, et que c'est souvent du lobbying qui est fait à coût de milliards de francs CFA pour se faire de l'épaisseur au niveau international, parce qu'on essaie de vendre l'image. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est fait quand on parle de... il est président de, je ne sais pas comment, la haute autorité sur la Libye. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? La Libye est en lambeaux et en feu à sang. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui arrivent par bateau en Europe, qui traversent la Libye, c'est parce que quelque part, il y a une espèce de déliquescence à ce niveau-là. Mais la responsabilité également à ce niveau, il faut voir au niveau de la France et au niveau des États-Unis ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas aujourd'hui penser que ce monsieur travaille pour faire avancer le continent. Donc, ce sont des lobbies parfois obscurantistes, ce sont des lobbies mafieux. C'est des masses d'argent qui sont utilisées pour se hisser à ce niveau-là. Se hisser à ce niveau-là. On l'a vu d'ailleurs tenter d'arriver en Angleterre avec son petit-fils pour essayer d'être parmi les grands du monde lors des obsèques de la reine Elisabeth II. Mais tout le monde a très bien compris à regarder l'humiliation qu'on a subie. Malheureusement, c'est le Congo qui subit l'humiliation. Et on sait très bien, dans la sous-région, on n'a pas fini d'en parler, comment il déstabilise. Comment il peut donner 1,2 milliard comme ça à quelqu'un qui traverse les frontières comme s'il avait du gibet dans son coffre et qui est arrêté à la frontière. Quel était l'objectif? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces mouvements financiers? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, vous parlez du fameux panafricain, il est à la base de la déstabilisation de beaucoup de pays. Le Gabon, la RCA, la RDC aujourd'hui s'est démontré. Les relations avec l'Angola, tous ceux qui suivent, sont très très fraîches. Donc le Congo-Brazzaville a à sa tête quelqu'un qui ne travaille pas pour l'Afrique, pour le panafricain, qui rêve demain des États-Unis d'Afrique. C'est de l'obscurantisme, c'est un mélange, comme on dirait, de bricolage sous les tropiques, où on mélange la sorcellerie, le fétichisme et la franc-maçonnerie. Et malheureusement, dans cette démarche, beaucoup de nos frères d'armes, des officiers, ont été domptés, ont été domestiqués par un Dominique qui domestique les officiers. Je pense quelque part, il devait prendre conscience qu'il y a un temps pour toutes ces choses-là, mais qu'il arrive un moment où on s'arrête, on regarde, on avance vers des lendemains meilleurs. Au moment où nous enregistrons donc cette émission, c'est le décès d'un grand panafricaniste, un intellectuel africain. Il s'agit bien entendu de Jean-Philippe Kalala Omotunde. Est-ce que vous avez un mot à adresser, notamment à la famille africaine et bien entendu aussi à sa famille biologique? Jean-Philippe appartient à ses amis de longue date, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de distance après parce qu'on n'avait pas l'occasion de se reparler, que j'ai croisé pour la première fois le 2 octobre 2009 à l'Île-les-Roses, à l'occasion d'un salon international de littérature organisé par Madame Anne Dervé et la mairie de l'Île-les-Roses. C'était des échanges profonds d'écrivains. Il nous avait eu l'occasion de parler de ses ambitions, de ce qu'il voulait faire. Je me souviens qu'on était avec les Alema Bankou, qui venait d'avoir son prix Renaudot il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, la mort de ce frère de sang, de l'Africain de sang, comme je l'appelle, blesse et nous laisse orphelins
parce qu'on aura peut-être l'occasion plus tard de mesurer la portée de ce qu'il a fait comme travail de recherche. Il est allé fouiller l'histoire dans les tréfonds. Il a tordu certaines vérités qui ont été vendues et qui ne correspondaient pas à ce qui se fait réellement. Donc Jean-Philippe a travaillé. Il s'est donné corps et âme. D'ailleurs, il a changé son nom et il a pris à un moment donné la nationalité camerounaise, parce qu'en réalité, il est français d'origine guadeloupéenne. Et donc, sa mort aujourd'hui attriste les panafricains, attriste les Africains qui se battent pour s'unir, pour retrouver les valeurs réelles, pour se mirer sur leur histoire et pour, comme on le disait, apprendre à tutoyer le monde parce que nous sommes tous des humains au même niveau. C'est une blessure grave. Je ne peux ici que m'incliner devant la mémoire de cet illustre disparu. Cet homme qui va être certainement hissé au même niveau que certains grands écrivains, les grands égyptologues, de ceux qui ont contribué à l'évolution de l'humanité et qui peut-être montreront aux Africains que la connaissance actuelle, qui fait l'objet de fierté dans d'autres continents, a pris naissance, ou tout au moins a été amplifiée sur le territoire de l'Afrique. Donc, gloire à cette âme disparue, paix éternelle à Jean-Philippe, et surtout aux Africains, voilà le chemin à suivre. Il fait école. Oui, mais évidemment, aux jeunes Africains qui vous suivent, que peuvent-ils retenir de la philosophie de Jean-Philippe Omotunde? Que l'Afrique n'a pas à baisser les yeux, que l'histoire de l'humanité, quelque part, a été fécondée par l'Afrique. Et que les Africains, les jeunes aujourd'hui du XXIe siècle, ne doivent pas baisser les yeux. Ils doivent apprendre à tutoyer le monde, ils doivent apprendre à se former, à connaître, à découvrir, à rechercher, à faire de la recherche, à inventer pour montrer à l'homme de façon globale que l'homme noir n'a rien à se reprocher, n'a rien à craindre, il porte les mêmes gènes que tous les autres. Donc Jean-Philippe est une image historique. Il a traversé l'histoire de bout en bout, la tête haute avec gloire et fierté. Ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, ce qu'il a professé est tellement important que j'espère que les générations futures s'en serviront pour bondir vers la modernité. Repose en paix, Jean-Philippe. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors, s'il y avait un mot à adresser à l'endroit, bien sûr, les éléments, je dis bien de fac, même si de plus en plus cela ressemblerait à une milice, pour prévenir évidemment le Congo contre le risque que nous avons évoqué au début de cette émission. Quel est le message que vous voudriez bien sûr lancer? Je voulais tout de suite préciser qu'il y a dans les forces armées des cadres bien formés, des hommes de valeur, qui savent ce que c'est que le patriotisme, qui travaillent en coulisses, qui essayent de se positionner pour un lendemain, pour le lendemain meilleur. Quand nous disons que le Congo a comme force publique une milice, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de ceux qui sont agglutinés autour du dictateur, qui courent avec lui, qui mangent avec lui, qui détruisent le pays avec lui. Ça, c'est un. Et nous demandons donc à nos frères d'armes, qui aujourd'hui sont abandonnés à leur sort, sont à la porte de la retraite pour nombre d'entre eux, abandonnés à la retraite pour les autres, de ne pas se contenter de leur vie parce que le danger qui pointe à l'horizon peut être un péril pour tout le monde. Ça, c'est à ce niveau-là. Pour revenir sur le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo travaille dans le silence, prépare sans désemparer, ne se détourne pas de ses objectifs qui sont clairs. Nous le rappelons. Il s'agit de mettre fin à la dictature par tous les moyens, y compris le soulèvement populaire, parce que c'est le peuple qui reprend possession de ce qui lui appartient. Il s'agit d'un dialogue qui va s'organiser après la chute de la dictature et des élections, d'une transition des élections démocratiques et transparentes. Nous avons des gens qui travaillent sur ces projets. Je vous ai dit dès le départ que notre secrétaire général David Londi a longuement expliqué le fonctionnement, la vision du CRC.
Didier Mouni Ivolo, qui est notre porte-parole, revient constamment sur votre chaîne pour expliquer ce qui se passe, comment on s'organise et vers où nous allons. Nous avons aujourd'hui un programme qui est en confection au sein de ce que nous avons appelé le collège études et perspectives. Parce que quand vous renversez une dictature, généralement on vous demande, d'accord, ils sont partis, mais qu'est-ce que vous proposez? Nous ne voulons pas arriver les mains vides. Nous voulons arriver avec sous la main un projet, des idées, une projection et des choses à faire. Donc un programme de 100 premiers jours. Et il y a donc au niveau du collège études et perspectives, sous la direction d'une rectrice, Madame Lukombo Senga, secondée par M. Georges Goma, qui travaille sur le projet, sur qu'est-ce qui se fera, sur comment nous gérerons la suite, sur comment nous calmerons les questions qui vont être soulevées tout de suite au niveau de la sécurité, au niveau de l'habitat, les urgences qui vont se créer pour que ce pays n'aille pas dans tous les sens. Comment nos diplomates, comment nos communicants, comment nos opérationnels, parce qu'ils existent, comment nos mobilisateurs travaillent, toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges, font l'objet d'échanges à travers le secrétariat général, à travers le porte-parole, à travers les différentes structures du CRC. Mais il faut que les Congolais nous comprennent, parce qu'ils ont le sentiment que rien ne se fait. Ça donne l'impression qu'il n'y a rien qui pointe à l'horizon. C'est peut-être une bonne chose qu'on ne voit pas ce qui se fait. Le CRC reste déterminé. Le moment viendra, dans des circonstances précises, où les choses se feront. Et c'est des choses sur lesquelles nous ne pérerons pas sur le toit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, colonel Simon-Pierre Moussunda. Je rappelle, vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir fait montre de votre disponibilité. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment ne pas vous remercier? Vous avez été très aimables. Merci de votre attention. Likez et partagez cette émission pour faire circuler l'information. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.